Intelligent, confortable et autonome. C'est ainsi que nous imaginons les transports du futur. Mais est-ce bien la voiture qui nous fera voyager demain? Un nouveau moyen de transport actuellement à l'étude promet une véritable révolution. L'Hyperloop. Un train capable de se déplacer à une vitesse équivalente à la vitesse du son. Si le projet d'un train supersonique semble trop fou à certains, d'autres espèrent bien le concrétiser. Aux quatre coins de la planète, chercheurs et entrepreneurs tentent de relever ce nouveau défi technologique. De nouveaux modes de transport innovants vont-ils prochainement entrer dans nos vies? Los Angeles. C'est ici, dans la ville de tous les possibles, que le concept de l'Hyperloop a vu le jour. Ce train propulsé dans un tube sous vide pourrait un jour nous faire voyager en des temps records. À l'origine du concept, le milliardaire Elon Musk. L'homme qui a bâti sa fortune en investissant sur Internet, construit aujourd'hui des voitures électriques et des fusées pour l'aérospatiale privée. Souhaitant confier à d'autres la réalisation de l'Hyperloop, il lance en 2015 un concours ouvert aux étudiants du monde entier. Les candidats ont une année pour travailler à la réalisation d'un prototype. So what this is really intended to do is to encourage innovation in transport technology, to get people excited about new forms of transport, things that may be completely different from what we see today, but to really just get people to innovate and think about doing things in a way that's not just a repeat of the past, but to explore the boundaries of physics. I think it's ultimately going to be something that inspires the world and results in real transportation technologies that help people's lives and make them better. Once again, congrats to everyone. I'm amazed at what the student teams have done. Really has blown my mind, and may the best team win. Une équipe d'étudiants venus de Munich s'est portée candidate. Chacun ici est bien décidé à révolutionner les transports de demain. Lors du concours, les étudiants allemands se mesureront à d'autres universités étrangères et à des équipes d'ingénieurs indépendants. Laquelle d'entre elles créera le meilleur prototype? Ça fait environ 1 an qu'on travaille sur ce projet. On est très excités d'être ici parce qu'on va pouvoir comparer le design de notre prototype à celui des autres équipes. Sur les 400 équipes qui ont répondu à l'appel à projet, seules 27 ont été sélectionnées et invitées à construire leur prototype afin de le présenter ici, à Los Angeles. Une autre équipe est arrivée de Tokyo. Nous pensons qu'il est temps de réinventer nos modes de transport. Ça fait 200 ans que nous voyageons de la même manière, avec la voiture, le bateau et l'avion. Ce que nous voulons, c'est créer des transports innovants pour que les gens puissent voyager à très grande vitesse partout dans le monde. Les plus jeunes participants viennent du Texas et sont encore lycéens. Ils ont développé leur prototype avec l'aide de leurs enseignants. Je suis sûre à 100% que ça va marcher et qu'on voyagera en Hyperloop dans le futur. Les étudiants néerlandais de l'université de Delft sont la seconde équipe européenne à avoir obtenu un sésame pour Los Angeles. Les autres candidats européens ont dû quitter l'aventure. À ce stade, difficile d'imaginer que l'un de ces prototypes donnera peut-être un jour naissance au train du futur. Je suis convaincu que l'Hyperloop deviendra un jour réalité. Ce serait absolument génial qu'on puisse voyager aussi vite à travers le monde. Les experts prévoient une densification du trafic dans les années à venir. Nous serons de plus en plus nombreux à aller plus vite et plus loin en sillonnant la planète.
Mais les infrastructures actuelles ne sont pas adaptées à une société en perpétuel mouvement. Le physicien Michael Schreckenberg, spécialisé dans l'étude de la circulation, s'inquiète de la situation. Malgré la dégradation de notre environnement et la pénurie croissante des ressources, bon nombre d'usagers ne sont pas prêts à remettre en cause leur mode de déplacement. Les gens veulent pouvoir être mobiles en permanence, c'est-à-dire disposer à tout moment d'un véhicule, de l'infrastructure adéquate et d'une source d'énergie suffisante. Tout cela, nous le tenons pour acquis. Et c'est lorsque nous n'en disposons plus que surgissent les problèmes. Mais dans le futur, il faudra bien qu'on s'adapte au fait que les ressources seront de plus en plus limitées. Pour la jeune génération, posséder sa propre voiture n'est plus un Graal, mais l'augmentation du niveau de vie et de la population entraîne une hausse constante du parc automobile partout dans le monde. Conséquence, un trafic toujours plus dense, des travaux fréquents sur les routes et une augmentation des embouteillages. D'un point de vue statistique, une voiture est à l'arrêt 23 heures par jour. C'est donc du capital qui ne sert à rien. Nous ferions mieux de mettre notre argent dans l'autopartage ou les transports en commun, qui sont de meilleures alternatives. Les options sont multiples, mais au final, tout dépend de l'adhésion des gens à ces nouveaux concepts. Dans le futur, l'Hyperloop pourrait être l'une de ces options. Si l'idée de ce train peut sembler futuriste, elle s'inspire d'un système très ancien, la poste pneumatique. Celle-ci servait autrefois à l'acheminement rapide de télégrammes et de plis importants. À New York, un immense réseau de tubes en acier parcourait les différents quartiers de la ville. Certains bâtiments étaient même équipés d'un système propre qui permettait d'acheminer des documents d'un étage à un autre. Les plis voyageaient dans des boîtes cylindriques propulsées par pression d'air et dont la vitesse pouvait atteindre 40 km/h. Un système encore fonctionnel de nos jours. Parfaitement ajustée au diamètre du tube, la boîte glisse sans laisser passer d'air. À l'avant de la boîte, l'air est aspiré. Un principe dont s'inspire l'Hyperloop. La capsule voyagerait elle aussi dans un tube quasiment vide d'air. Dans le vide partiel, la capsule ne serait soumise à aucune friction et aucune résistance ralentissant sa course. Comme dans un avion, les passagers voyageraient dans une cabine pressurisée permettant de compenser la faible pression de l'air. Sans quoi, ils ne pourraient pas respirer. La faible résistance de l'air permettrait à l'Hyperloop de voyager à des vitesses records. Filant à 1200 km/h, il pourrait relier Paris à Berlin en 1 heure environ. En théorie du moins. Dirk Alborn est convaincu de la faisabilité du projet. Ce projet est une chance unique de développer un mode de transport en phase avec notre époque. Et pour cela, on pourrait recourir à tout un panel de technologies déjà existantes. Vu tout le temps qu'on perd dans les transports, la voiture, le train, l'avion, je pense qu'on pourrait se tourner vers d'autres façons de voyager bien plus satisfaisantes. Il y a quelques années, Dirk Alborn a créé une société à Los Angeles. Comme lui, d'autres créateurs de start-up travaillent aujourd'hui à la mise en œuvre du projet Hyperloop. Mais pour concrétiser leurs idées, tous ont besoin de financeurs. Pour présenter leur concept à de potentiels investisseurs, les ingénieurs recourent à des modélisations et les initient aux principes de base du magnétisme. Car de la force du champ magnétique dépendent 2 éléments clés de l'Hyperloop. Dotée d'aimants fixés sur sa partie inférieure, la capsule peut flotter et être propulsée. En frôlant le dessus du sol du tube, les aimants créent dans la surface du tube un second champ magnétique.
Chacun des deux champs magnétiques est constitué d'un pôle nord et d'un pôle sud. Les deux pôles sud, placés face à face, assurent un effet de répulsion et de lévitation de la capsule. Une lame d'aluminium permet la propulsion de la capsule. Elle coulisse entre deux rangées d'électroaimants qui, alimentés par un courant alternatif, génèrent un nouveau champ magnétique. Les électroaimants repoussent ainsi la capsule vers l'avant et jouent le rôle d'accélérateur. C'est ainsi que la capsule peut se déplacer vers l'avant. Une technologie complexe qui soulève encore de nombreuses questions. Dans la start-up de Dirk Alborn, on mise sur le travail collaboratif. La société compte des collaborateurs sur chaque continent, tous reliés par une plateforme en ligne. Au départ, nous étions une petite équipe qui s'est étoffée par la suite. On recherchait des gens qui pourraient travailler pour nous au moins 10 heures par semaine. En contrepartie, on offrait une participation dans la société sous forme de stock options. Sur les 200 candidatures que nous avons reçues, nous avons sélectionné une petite centaine d'ingénieurs, avec lesquels nous avons mené une étude de faisabilité. C'est dans un atelier improvisé à Los Angeles que les étudiants munichois vont pouvoir réassembler leurs capsules. Toutes les pièces ont été acheminées depuis l'Allemagne. Pour pouvoir tester le prototype dans le tube expérimental, ils devront d'abord passer l'étape de la qualification. Celle-ci dépendra du degré d'aboutissement de leur prototype. Lors du réassemblage, il apparaît que des éléments clés de la capsule sont restés bloqués à la douane. Sans ces pièces, les chances de se qualifier sont nulles. Mais il reste encore une semaine à l'équipe pour trouver une solution. Les étudiants sont ici à titre personnel et bénévole. Leur participation au projet n'entre pas en compte dans leur diplôme. Seuls les frais de fabrication du prototype sont pris en charge par des sponsors tels qu'Airbus. Tous partagent la même envie, être de ceux qui inventeront les transports de demain. L'homme a toujours élaboré des concepts pour se déplacer le plus rapidement possible. Le rêve, ce serait par exemple d'aller dîner un soir en Australie et de rentrer chez soi dans la foulée. On voudrait aller d'un endroit à un autre de la planète en un rien de temps, comme si la planète rétrécissait. Mais c'est un rêve que l'homme n'a pas encore concrétisé. Un rêve que poursuivait déjà l'inventeur Eli Beach en 1867. Il veut construire à New York une navette souterraine qui glisserait dans un tube grâce à la pression de l'air. Mais la municipalité n'autorise la construction de ce système que pour l'acheminement du courrier. En secret, Eli Beach et son équipe poursuivent la fabrication d'une navette destinée à des voyageurs. L'inventeur veut démontrer que son système fonctionne. La ville s'y oppose malgré tout et mise sur un mode de déplacement alors en plein développement, le chemin de fer. Un siècle durant, le train s'impose comme le plus important moyen de transport des pays occidentaux. Mais sa mise en œuvre est coûteuse. Il faut aménager des voies, des rails, des signalisations, des postes d'aiguillage ainsi que des gares. L'investissement n'est rentable que sur le long terme. Les gares ont joué un rôle central dans la composition de l'espace urbain. Elles concentrent l'activité de la plupart des grandes villes autour d'elles. Les réaménager serait loin d'être aisé. La mobilité de l'homme n'est pas toujours allée de soi. Il a fallu la conquérir. Elle est aussi source de plaisir. Une des plus grandes conquêtes de l'homme a été de pouvoir aller là où il veut. Autrefois, c'était très différent. Les gens étaient plus ou moins condamnés à rester là où ils étaient nés, jusqu'au jour où ils ont pu se déplacer librement. Et il y a quelque chose de très satisfaisant dans le fait de pouvoir se déplacer de façon autonome. Jusqu'au début du 19e siècle, le cheval est le mode de déplacement le plus rapide.
Mais il faut régulièrement faire des haltes pour nourrir les bêtes et les laisser se reposer. Pour raccourcir leur temps de voyage, les cavaliers les plus pressés changent de monture tous les 20 km. Dès l'époque romaine, les voies les plus fréquentées sont jalonnées de relais où des chevaux vaillants sont tenus à disposition des voyageurs. Aujourd'hui encore, la distance séparant deux villes moyennes est d'environ 20 km. On y trouvait jadis des auberges où l'on pouvait se restaurer et faire soigner ses chevaux. Mais voyager à cheval coûte cher. Une bête consomme 6 tonnes de nourriture par an. La production de fourrage nécessite des terres et de la main-d'œuvre. L'avoine est une denrée précieuse qui va bientôt devenir hors de prix. En 1815, une explosion historique va avoir des conséquences dramatiques pour toute la planète. L'éruption du volcan Tambora en Indonésie. Celle-ci entraîne la dispersion de fines particules de soufre dans l'atmosphère. Combinée à de la vapeur d'eau, les nuages de cendres forment un voile tout autour du globe terrestre, empêchant presque totalement la pénétration des rayons du soleil. 1815 sera baptisée l'année sans été. Partout en Europe, les récoltes sont désastreuses. L'avoine est particulièrement touchée et son prix grimpe en flèche. Même les plus fortunés aspirent à un mode de transport qui ne dépende pas de la traction animale. L'éruption volcanique et ses conséquences ont-elles inspiré les inventeurs du 19e siècle? C'est en tout cas 2 ans plus tard que Karl von Drais, un noble de Mannheim, conçoit un engin à 2 roues révolutionnaire, le vélocipède. Pendant plusieurs années, ce véhicule dernier cri va connaître un engouement mondial. Il donne bientôt naissance aux premières bicyclettes. Seul inconvénient, pour avancer, l'homme doit faire marcher ses propres muscles. Avec l'invention de la voiture, plus besoin de s'échiner. Un moteur électrique remplace désormais la force humaine. Mais la puissante industrie pétrolière fait campagne pour le moteur à combustion. La voiture électrique tombe dans l'oubli. Avec l'augmentation du niveau de vie, l'accession à la voiture se démocratise. Elle finit par détrôner le train et devient le mode de transport numéro 1. Aujourd'hui encore, l'industrie automobile conserve une position hégémonique. Mais l'encombrement des routes, la pollution et l'augmentation du prix du carburant rendent la voiture de moins en moins attractive. Les fabricants doivent repenser leur stratégie. Dans le futur, mobilité rimera peut-être avec connectivité et publicité. La voiture devra satisfaire nos moindres besoins, même ceux que nous n'avons pas encore. Guten Abend, Isabelle. Hallo. Geht es Ihnen gut? Prima. Wieso? Ihre Vitalwerte sind niedrig. Vielleicht möchten Sie einen Kaffee? Das bringt Ihren Kreislauf in Schwung. Nein, danke. Der Umweg beträgt nur 1,37 Kilometer. Sie kommen pünktlich zu Ihrem Termin. Ist mir zu spät für Kaffee. Dann vielleicht ein Vitamindrink? Oder ein Proteinshake? Ja, meinetwegen. Sehr gerne. Ich bestelle Ihnen einen Waldfruchtsmoothie. Bei unserem Partner DrinkFit ist der heute im Angebot. Sie sparen 15%. Oh, fantastisch. Geht's ein bisschen sanfter? Sehr gerne. Bien souvent, ce n'est pas la technique le problème. La technique est simplement mise à disposition de l'homme. Le problème, c'est l'homme lui-même et la façon dont il fait usage de cette technique. Aujourd'hui, personne ne lit les 500 pages du mode d'emploi de son véhicule pour pouvoir se servir de tous les systèmes d'aide. Aujourd'hui, être à bord d'un véhicule autonome exige en fait la plus grande vigilance. Il faut être prêt à tout moment à reprendre le volant. Et pourtant, nombre de conducteurs détournent leur attention de la route pour naviguer sur les réseaux sociaux. Mais les systèmes de pilotage actuels ne disposent encore que de solutions limitées pour éviter les collisions.
Dans certaines situations routières complexes, les logiciels de pilotage automatique révèlent encore des failles. En mai 2016, le système d'aide à la conduite d'une voiture électrique Tesla provoque un accident, entraînant le décès du conducteur. Joshua Brown est la première victime de la route d'une nouvelle ère. Son véhicule n'avait pas ralenti alors que survenait un camion à sa gauche. Celui-ci était pourtant visible depuis 7 secondes, largement assez pour réagir. En temps normal, le système de pilotage automatique analyse la route qui est devant lui. S'il détecte un obstacle, il freine. Sur les autoroutes où la circulation est à sens unique, cela fonctionne très bien. Mais dans ce cas de figure, le camion arrive de côté. Le mode pilote automatique analyse la route, mais la distance entre l'axe des roues avant et arrière du camion, l'empattement, est si grande que durant un instant, le logiciel perçoit la voie comme libre. Les capteurs détectent certes un obstacle, mais la voie étant apparemment libre, celui-ci est pris pour un portique de signalisation. Actuellement, les systèmes de capteurs des véhicules autonomes sont principalement adaptés à la conduite sur autoroute. Mais ils ne sont pas encore capables de gérer des situations complexes, telles que certains carrefours. Et on peut penser que cela ne sera jamais le cas. Il faudrait pour cela multiplier les moyens de détection afin de pouvoir analyser l'environnement des routes transversales. Mais malheureusement, les gens partent aujourd'hui du principe que le véhicule maîtrise tout. On en a eu la preuve avec l'accident de la voiture Tesla. À Los Angeles, les étudiants allemands sont arrivés sur le site du concours. Lucas et Thomas comparent leur prototype à celui des autres concurrents. Ils ont enfin pu récupérer les pièces restées bloquées à la douane et sont fin prêts pour leur premier essai. Si le prototype parvient à démarrer, l'équipe espère bien se qualifier pour l'étape suivante, le lancement de leur machine dans le tube expérimental. Premier obstacle franchi. Notre arme secrète, c'est le compresseur. Nous sommes l'une des rares équipes à utiliser un compresseur de ce type. Il permet d'aspirer l'air résiduel qui se trouve dans le tube. Étant donné qu'il s'agit d'un vide partiel, il reste encore 1/100 de pression atmosphérique dans le tube. Et ce petit résidu d'air génère des frottements qui ralentissent la capsule. C'est ce que nous voulons bien sûr éviter afin que la capsule puisse aller le plus vite possible. Étape suivante, fixer les aimants sur la capsule. Ce sont les aimants qui permettent à la capsule de flotter. On les fixe dessous. Dès que la capsule atteint environ 180 km/h, cela produit un effet de portant suffisamment puissant pour soulever la capsule. La longueur du tube expérimental ne permet pas à la capsule de se propulser elle-même. Elle est donc poussée par un pusher, un véhicule lui permettant d'atteindre la vitesse requise pour se soulever et flotter. Dans les régions pauvres en infrastructures de transport, l'Hyperloop permettrait de réduire considérablement les temps de trajet. Aujourd'hui, une seule route traversant le désert permet de relier San Francisco à Los Angeles. Le voyage en voiture dure environ 6 heures. L'avion est la seule alternative. Avec l'Hyperloop, il ne faudrait plus que 36 minutes pour arriver à destination. Et c'est dans le ciel que le train supersonique puiserait son énergie. Des cellules photovoltaïques, placées sur le toit du tube, alimenteraient la capsule en électricité. L'énergie utilisée pour le freinage serait également stockée. Le système ne fonctionnerait qu'avec des énergies vertes. Bien sûr parce que nous souhaitons préserver l'environnement, mais pas seulement.
Je pense que c'est justement en optimisant l'usage des énergies alternatives qu'on peut en tirer le profit maximum pour soi-même. Dans le cas de l'Hyperloop, des cellules photovoltaïques seraient disposées sur toute la longueur du tube afin de l'alimenter en électricité. Rien qu'en Californie, ces cellules permettraient de couvrir tous les besoins énergétiques du système. Et en complément, on pourrait également recourir à l'énergie éolienne et cinétique. Cela abaisserait les coûts d'exploitation à un niveau très bas, ce qui nous permettrait à terme de devenir rentable. L'Hyperloop présente une technologie qui serait aujourd'hui réalisable. Mais par le passé, on a vu le cas de beaucoup d'autres innovations technologiques qui auraient pu, elles aussi, être développées. En Allemagne, par exemple, avec le Transrapid. Il n'était pas aussi rapide que l'Hyperloop, mais sa technologie était au point. Et pourtant, on voit comment ça s'est terminé. Das neue Verkehrssystem Magnetbahn Transrapid. En 1985, une ligne d'essai est mise en service au nord-ouest de l'Allemagne. Le Transrapid ne voyage pas dans un tube sous vide, mais recourt à la même technologie que l'Hyperloop, la sustentation magnétique. Avec une vitesse de 412 km/h, il est plus rapide que l'actuel ICE, le train à grande vitesse allemand. D'emblée, le projet divise la classe politique. Ses opposants ne voient pas l'intérêt de construire un train nécessitant une infrastructure propre et dont la construction engagerait des sommes colossales. Pour ses partisans, il serait une vitrine de la technologie allemande. Mais peu de dirigeants politiques osent se lancer dans l'aventure. Le 22 septembre 2006, une rame du Transrapid percute un véhicule de maintenance présent sur la voie. L'accident fait 23 morts et 10 blessés. Aujourd'hui, l'ancienne ligne d'essai n'est plus qu'une ruine. Si le Transrapid n'attire plus d'investisseurs en Allemagne depuis l'accident, il fonctionne avec succès sur une nouvelle ligne ouverte à Shanghai en 2002. Le Transrapid était pour ainsi dire en avance sur son temps. Il incarnait une technologie de pointe, mais son accident a été vécu comme une honte. Mais lorsqu'on fait des erreurs, on devrait plutôt en tirer des leçons pour pouvoir continuer à avancer. Et en Allemagne, c'est quelque chose que l'on ne sait pas bien faire. Nous avons toujours tendance à avoir honte de nos échecs, et d'après moi, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. C'est aussi en faisant des erreurs qu'on peut améliorer un produit. Les études sur la sécurité du système Hyperloop n'en sont qu'à leur début. Si les prototypes mis au point par les étudiants sont aussi sûrs que possible, ils ne sont en aucun cas destinés au transport de voyageurs. Leurs capsules contiennent uniquement l'équipement nécessaire à leur progression dans le tube expérimental. Personne ne s'est encore lancé dans la conception d'une cabine pressurisée. C'est pourtant de là que viendra le principal danger du système. Si une cabine venait à être endommagée, les voyageurs seraient soumis au vide et privés d'oxygène. Les contraintes sont les mêmes qu'avec l'avion, mais elles sont encore plus importantes. L'effet de claustrophobie est amplifié parce qu'il n'y a pas de fenêtre et en cas de dépressurisation, c'est la mort assurée. Il faudra donc trouver des solutions, créer des cabines confortables et spacieuses pour réduire l'impression de claustrophobie et développer des systèmes de sécurité pour régler les problèmes de dépressurisation et permettre une évacuation d'urgence. Tous ces problèmes devront être résolus. Autre défi majeur, la vitesse.
l'organisme humain peut-il supporter de voyager à 1200 km/h? Aujourd'hui déjà, les pilotes de chasse sont capables d'atteindre des vitesses de vol frôlant les 3000 km/h. Pour protéger leur organisme mis à rude épreuve, ils suivent un entraînement régulier et portent une combinaison spéciale. Le danger ne vient cependant pas de la vitesse, mais de l'accélération et du freinage de l'appareil. Le décollage et la descente sont particulièrement éprouvants pour le corps. À bord de l'Hyperloop, l'organisme ne serait pas soumis à ces contraintes. La capsule accélérerait progressivement pour atteindre sa vitesse de croisière. Les passagers éprouveraient probablement la même sensation qu'en avion, mais un temps d'adaptation serait nécessaire, notamment en raison du vide d'air. Il y a bien sûr une certaine part de risque, mais avec l'avion, on a su gérer ces risques. En altitude, les passagers ne sont certes pas soumis au vide d'air, mais la pression de l'air est tout de même nettement réduite. Ce qu'il faut, c'est poursuivre nos essais jusqu'à ce qu'on développe un système parfaitement sûr. On pourrait par exemple commencer par transporter des marchandises, et une fois qu'on se serait assuré que tout fonctionne bien, on pourrait commencer à faire voyager des gens. Aujourd'hui encore, l'essentiel de nos marchandises transite à travers le monde par porte-conteneurs, mais à une vitesse 30 fois inférieure à celle que pourrait atteindre l'Hyperloop. Les plus gros des bateaux naviguent à environ 40 km/h. Alors qu'il est déjà sous pression, le secteur du fret international devrait enregistrer une hausse d'activité de 38% dans les prochaines années. Pour ce qui est du transport des marchandises, l'Hyperloop ne présenterait un intérêt que pour des distances d'au moins 300 km. De plus, le type de marchandises qu'il pourrait transporter serait extrêmement limité. Donc, ce n'est pas ça qui permettrait de soulager le secteur du fret. Sur de grandes distances, cela réduirait les délais de livraison. Mais ce n'est certainement pas avec l'Hyperloop que nous réglerons le problème du transport de marchandises. Alors qu'un bateau peut transporter jusqu'à 20 000 conteneurs, le système Hyperloop ne permettrait de faire voyager qu'une seule capsule à la fois. Pour désencombrer les routes, les experts misent plutôt sur d'autres stratégies, telles que le convoi routier automatisé. Cette technique consiste à faire circuler plusieurs camions en file indienne sur une autoroute. Reliés par une connexion Wi-Fi, les poids lourds avancent simultanément à la même vitesse. Le véhicule en tête de convoi commande les autres, qui grâce à une résistance à l'air réduite, économisent du carburant. En théorie, les voitures pourraient également bénéficier de cette technologie. La distance réduite entre les véhicules permettrait ainsi d'éviter les embouteillages. Pour être relié à un convoi déjà existant, l'automobiliste envoie sa demande au véhicule de tête. Si celui-ci accepte, son système prend alors la commande de la voiture. Voyager de cette façon s'apparenterait alors à un voyage en train. Mais le bon fonctionnement d'un tel système dépendrait entièrement de la qualité du réseau radio. Et pour qu'il présente un intérêt, il faudrait qu'un maximum de véhicules puissent être reliés et communiquer entre eux. Les constructeurs automobiles devraient alors s'accorder sur des systèmes compatibles, ce qui aujourd'hui est loin d'être le cas. Au Centre allemand de recherche aéronautique et aérospatiale de Braunschweig, les scientifiques travaillent à la conception d'un véhicule connecté. Leur objectif, mettre au point une voiture intelligente capable de centraliser des données. Équipé d'un téléphone mobile, d'un système universel de télécommunications comme la 3G et d'un GPS, le véhicule peut envoyer des signaux et en recevoir. Il s'agit pour les chercheurs de concevoir une voiture capable de communiquer de façon autonome avec son environnement. Cette technologie pourrait donner naissance à une nouvelle génération de véhicules autonomes et plus sûrs. Cette voiture ne communiquerait pas seulement avec les autres véhicules, mais avec tout ce qui l'entoure. Pour cela, il faudrait que chaque élément de la circulation utilise le même langage. À Braunschweig, les rues du centre-ville ont été équipées de feux tricolores intelligents.
Ils indiquent à la voiture le temps restant avant que le feu ne change de couleur. La voiture sait donc à quel moment le feu passera au rouge. Les premiers essais se sont révélés concluants. La voiture du futur serait ainsi capable de détecter la position des autres véhicules sur la route. Grâce à notre environnement toujours plus connecté, le système pourrait également identifier les piétons. En collectant des données en continu, le véhicule dresserait une carte locale de son environnement afin de déterminer qui se trouve où et quand. Selon les chercheurs, une mise en réseau du trafic permettrait de renforcer la sécurité routière. La mise en réseau des véhicules est l'une des pistes les plus prometteuses. En permettant aux véhicules de communiquer entre eux, on réduit de plus en plus la marge d'intervention de l'homme. Des algorithmes permettraient au trafic de s'organiser de façon optimale. Les véhicules s'intercaleraient selon le même principe qu'une fermeture éclair, par exemple. Dans le futur, tous ces systèmes se développeront et donneront de plus en plus d'autonomie aux véhicules. Et le seul élément perturbateur, ce sera finalement l'homme. À Los Angeles, le jour du concours est arrivé. Les étudiants ont mis la dernière main à leur prototype et vont pouvoir le tester dans le tube expérimental. Pour l'équipe munichoise, c'est maintenant que tout se joue. Le tube fait 1,5 km de long. Leur capsule parviendra-t-elle à couvrir toute la distance ? Celle-ci pourrait théoriquement atteindre une vitesse de 350 km/h. Mais qu'en est-il de la concurrence ? Parmi les équipes présentes sur place, la majorité n'a pas réussi à se qualifier pour la finale, parce qu'elles n'ont pas terminé dans les temps ou que leur prototype n'était pas au point techniquement. 2 autres équipes sont encore en lice face aux étudiants munichois. Pour le moment, il y a un souci avec le véhicule qui doit pousser les capsules. Apparemment, il y a une erreur au niveau du logiciel. En tout cas, ça ne fonctionne pas correctement. Si les capsules ne sont pas poussées suffisamment vite, elles ne pourront pas atteindre la vitesse requise pour se soulever. Les électroaimants ne créent un effet de sustentation qu'à partir de 180 km/h. On a finalement décidé d'enlever les électroaimants parce que le pousseur ne permettra pas à la capsule d'aller suffisamment vite pour flotter. Et les électroaimants produisent une résistance qui ralentirait la capsule. C'est pour ça que nous les avons enlevés. Donc pour l'instant, on garde les roues, mais on va essayer d'être les plus rapides. La capsule des étudiants néerlandais est la première à passer. Son design est particulièrement sophistiqué. Mais elle aussi devra se passer de l'aide du véhicule pousseur. La force de propulsion n'est semble-t-il pas suffisante. La capsule s'arrête à mi-chemin. La prochaine équipe représente le prestigieux Institut de technologie du Massachusetts. Beaucoup ici pensent que sa victoire est acquise. Mais cette fois encore, la capsule interrompt sa course à mi-parcours. C'est maintenant au tour des Munichois. Même si leur capsule ne peut pas flotter, les étudiants espèrent l'emmener aussi loin que possible dans le tube. Pour que la poussée du véhicule pousseur soit optimale, la capsule doit générer le moins de frottement possible. À présent, les étudiants n'ont plus qu'à croiser les doigts. Leur prototype fait un bon départ. Il est le seul à couvrir toute la distance du tube.
Sa vitesse n'est pas encore supersonique, mais elle place l'équipe en tête de la catégorie vitesse. C'est notre heure de gloire. Je n'en reviens pas qu'on ait gagné ce prix. C'est vraiment super. Le prix pour la capsule la plus rapide revient à l'Allemagne. Mais l'Hyperloop aurait-il sa place en Europe? Ici, à Toulouse, la technologie de pointe est en première ligne. En tant que métropole French Tech, la ville encourage l'entrepreneuriat et accompagne les projets de start-up innovantes. Elle doit prochainement accueillir un centre de recherche destiné à promouvoir le développement de l'Hyperloop en Europe. L'Europe est intéressante dans la mesure où les distances y sont plus courtes. Le système Hyperloop serait très bien adapté à des trajets compris entre 40 minutes et 1 heure. Et puis, dans un contexte où l'unité européenne vacille un peu, réfléchir à la façon dont on pourrait rapprocher les gens à son utilité. L'implantation du futur centre de recherche dans la ville rose a fait l'objet d'un contrat entre Dörkalborn et la municipalité. Mais pour l'heure, la viabilité du projet reste encore à démontrer. On ignore également si l'entrepreneur prévoit la construction de lignes Hyperloop en France. Pour qu'une ville comme Paris puisse tirer avantage d'un tel système, il faudrait que la gare Hyperloop puisse être facilement accessible. Mais les grandes villes présentent presque toutes le même cas de figure. Elles disposent déjà d'une gare centrale et les axes routiers desservant leur périphérie sont régulièrement saturés. Si nous construisons une ligne qui permet par exemple de relier Los Angeles à San Francisco en 36 minutes, ou bien Paris à Berlin en un peu plus d'1 heure, mais qu'il faut 1h30 pour accéder à la gare, ça n'aura pas grand intérêt. Pour que les voyageurs tirent pleinement avantage de l'Hyperloop, il faudrait une optimisation et une synchronisation des autres modes de transport. La capsule conçue par les étudiants munichois est à présent exposée dans le hall de l'université. Elle sert de modèle à une nouvelle génération d'étudiants qui continuent à développer le concept en vue de présenter un nouveau prototype au prochain concours de Los Angeles. Ce qui distingue la seconde capsule de la première, c'est son poids. Nous essayons de supprimer tous les éléments qui empêchent une accélération optimale. La seconde capsule sera bien plus légère. Ce qu'on voudrait pour le prochain concours, c'est montrer qu'on peut aller encore bien plus vite. Pour le second essai, les étudiants veulent s'assurer que la capsule atteindra une vitesse suffisante pour se soulever. Ils réfléchissent à un moyen de propulser la capsule sans recourir aux véhicules pousseurs, qui avaient dysfonctionné lors du premier concours. La solution envisagée, équiper la capsule de son propre moyen de propulsion. Un petit moteur électrique ultra léger, capable de donner à l'Hyperloop la vitesse requise. Mais le poids de la capsule ne devra pas excéder 80 kg. Il faut donc l'alléger au maximum. Les freins de la première capsule étaient relativement lourds. Pour la seconde capsule, nous cherchons à ce qu'il soit le plus léger possible afin de maximiser la vitesse de la capsule. En ce moment, nous testons différents systèmes de freinage qui n'ont pas tous le même poids. Ensuite, nous sélectionnerons le meilleur mais aussi le plus sûr. L'équipe opte pour un système de freinage ultra léger de 4 kg. Il leur restera encore bien d'autres décisions à prendre jusqu'à la conception du prototype final. Quant à savoir s'il aboutira à la construction d'un véritable moyen de transport, il est encore impossible de le dire. À de nombreux endroits du globe, les transports ferroviaires déjà existants fonctionnent au maximum de leur capacité. Si les TGV français disposent de leur propre ligne de chemin de fer,
les trains à grande vitesse allemands empruntent le même réseau que les trains de marchandises et les trains régionaux. Le retard d'un train régional peut avoir des répercussions sur l'ensemble du réseau. Les travaux sur les voies et les horaires rapprochés des trains entraînent un nombre croissant de difficultés. L'extension du réseau ferré coûte déjà des milliards d'euros. Mais construire un tout nouveau système de transport reviendrait encore plus cher. Le problème aujourd'hui, c'est que nous faisons un mauvais usage des infrastructures existantes. On pourrait faire nettement mieux, notamment dans le domaine des transports en commun. Sachant que certains planchent sur un nouveau mode de transport qui coûterait beaucoup d'argent, qui ne serait rentable qu'à long terme et qui roulerait à des vitesses totalement hypothétiques à ce jour, on se demande pourquoi on ne commence pas par entretenir et améliorer ce qui existe déjà. Il arrive parfois qu'une infrastructure soit détruite de façon délibérée. Aux États-Unis, c'est Los Angeles qui recense le plus d'embouteillages. Sur les 18 millions d'habitants que compte la ville, la moitié se déplace chaque jour en voiture. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Jusque dans les années 1950, le tramway de Los Angeles est un moyen de transport populaire. Les tickets sont bon marché et le réseau bien desservi. À quoi bon mettre de l'argent dans une voiture ? Mais en 1961, le tramway de la Long Beach Line effectue son dernier voyage. Ceux que l'on nommait affectueusement les Red Cars circulaient dans la ville depuis 1901. Ils disparaîtront peu à peu suite au rachat du réseau par un consortium privé. Mais celui-ci n'a aucunement l'intention de l'exploiter et démantèle l'ensemble du réseau. Le consortium regroupe des constructeurs automobiles, des magnats du pétrole et des fabricants de pneus. Privée du tramway, une grande partie de la population de Los Angeles se rabat sur l'achat d'une voiture qui, depuis, y règne en maître. Il faut bien étudier les problèmes spécifiques à chaque ville, ainsi que le profil des populations qui y vivent. Il peut y avoir de très grandes différences d'une ville à l'autre, même en Allemagne. Mais parmi les paramètres que nous partageons, il y a bien sûr les transports en commun et les transports individuels. Comment nous déplacerons-nous dans les 50 prochaines années? L'idée n'est pas forcément que nous abandonnions tous un jour nos voitures pour rouler uniquement avec les transports en commun. L'avenir des villes ne dépend pas d'un modèle unique qui vaudrait pour tous. Pour se déplacer dans le futur, l'Hyperloop ne serait donc qu'une solution parmi d'autres. Il ne permettrait de relier que certaines destinations et ne remplacerait aucun des autres modes de transport. Il représenterait simplement une offre de transport supplémentaire, destinée à une génération de voyageurs mobiles et connectés. Pour certains, il y aurait là un nouveau marché à prendre. L'idée, tirer profit du temps que les voyageurs passent dans l'Hyperloop. Le concept du titre de transport a été inventé au XVIIIe siècle. Quelqu'un s'est dit que ce serait la meilleure façon de gagner de l'argent. Mais je pense qu'il existe aujourd'hui de meilleures alternatives. Dans l'Hyperloop, par exemple, il n'y a pas de fenêtre. Il faut donc imaginer un moyen créant l'illusion des fenêtres. Mais avec une fenêtre virtuelle, on n'est pas obligé de montrer un paysage. On peut très bien montrer tout autre chose et proposer aux voyageurs une expérience différente. Par exemple, le plonger dans l'univers de Jurassic World ou de Game of Thrones. Pour le voyageur, c'est une expérience. Et pour le transporteur, un moyen de gagner de l'argent. On aurait là un nouveau support qui permettrait de vivre une expérience différente avec des contenus innovants. Ce serait aussi une nouvelle façon de raconter des histoires. Les passagers de l'Hyperloop ne paieraient donc pas seulement pour être transportés, mais aussi divertis. Et l'entrepreneur va même plus loin.
Il utiliserait les données personnelles des voyageurs, leur identité, leur destination et leur centre d'intérêt afin de cibler leur profil et leur proposer des offres sur mesure. Nous avons développé un concept que nous appelons le passager nu. C'est-à-dire que les gens pourraient voyager à bord de l'Hyperloop sans portefeuille ni téléphone portable. Ils n'auraient plus besoin de présenter un titre de transport. Pour les identifier, on aurait simplement recours à leurs données biométriques, leurs empreintes digitales par exemple. Ils auraient un compte client et n'auraient besoin de rien d'autre. Rien ne garantit que cette perspective séduise tous les voyageurs. D'un clic ou d'une empreinte, et en échange de leurs données personnelles, les usagers accéderaient à des offres sélectionnées pour eux. L'Hyperloop deviendrait un prolongement d'Internet, mais dans le monde réel. Dans les années à venir, la révolution digitale devrait même s'étendre aux autres secteurs du transport. L'avènement des transports intelligents nous fera entrer dans une nouvelle ère, celle de la mobilité connectée.